L'intitulé du cours est « La physiopathologie et diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë ». L'insuffisance cardiaque aiguë est une pathologie fréquente. Elle est grave car elle constitue une cause majeure d'hospitalisation, d'admission en réanimation et de mortalité. Elle est définie comme l'apparition et ou l'aggravation des symptômes et de signes d'insuffisance cardiaque. Elle peut être la première manifestation de l'insuffisance cardiaque ou plus fréquemment, elle est due à une décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque aiguë est causée par une dysfonction cardiaque primaire ou être précipitée par des facteurs extrinsèques, souvent chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique. D'ailleurs, la décompensation d'une insuffisance cardiaque chronique peut survenir sans facteur précipitant, mais le plus souvent, il y a un ou plusieurs facteurs tels qu'une infection, une HTA non contrôlée, un trouble du rythme rapide ou une non-compliance aux médicaments et ou au régime alimentaire. La compréhension des mécanismes physiopathologiques sous-jacents de l'insuffisance cardiaque est importante pour le traitement et pour le pronostic. La présentation clinique de l'insuffisance cardiaque aiguë comprend généralement des symptômes ou des signes liés à la congestion et ou à l'hypoperfusion. Comme signe de congestion du côté gauche, on note l'orthopnie, la dyspnée paroxystique nocturne, les râles crépitants pulmonaires bilatéraux. Pour les signes de congestion droite, la turgescence du jugulaire, l'œdème périphérique des membres inférieurs, l'hépatomégalie, le reflux hépatogégulaire et l'acide. Pour les signes d'hypoperfusion, on note les extrémités froides et moites, l'oligurie, la confusion mentale, la baisse de la pression artérielle. Sur le plan biologique, on note une acidose métabolique, une élévation de taux de lactate et une élévation de la créatinémie. Les recommandations de l'European Society of Cardiology de 2016 et même celles qui viennent d'être publiées en 2021 classent l'insuffisance cardiaque selon une classification clinique basée sur les données de l'examen physique de façon à détecter la présence de symptômes ou de signes physiques de congestion, ce qu'on appelle un état humide ou sec, selon que ces signes soient présents ou absents, et ou des signes d'hypoperfusion périphérique, et l'état est qualifié de froid et chaud, selon qu'ils sont présents ou absents. Ainsi, on a 4 profils cliniques de l'insuffisance cardiaque aiguë, un profil chaud et sec s'il n'y a pas de signe de congestion ni d'hypoperfusion, un profil chaud et humide s'il n'y a pas de signe d'hypoperfusion mais il y a des signes de congestion, un profil froid et sec s'il n'y a pas de signe de congestion mais il y a des signes d'hypoperfusion, et froid et humide s'il y a aussi bien les signes de congestion que d'hypoperfusion. Pour la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque aiguë, le dénominateur final commun est l'incapacité du cœur à maintenir un débit cardiaque suffisant pour satisfaire le besoin de l'organisme. Mais les mécanismes en cause varient sensiblement selon la catégorie de l'insuffisance cardiaque aiguë. Ainsi, donc, en 2021, il y a eu une simplification de la nomenclature de l'insuffisance cardiaque aiguë et plus précisément le nombre de catégories d'insuffisance cardiaque aiguë qui ont été réduites à 4 représentations cliniques majeures avec possible chevauchement. Ces 4 entités sont la décompensation cardiaque aiguë, l'œdème aigu de poumon, l'insuffisance cardiaque droite et le choc cardiogénique. Voyons un peu chacune de ces entités, quel est son mécanisme et comment se présente son tableau clinique. Pour ce qui est de la décompensation cardiaque aiguë, elle est généralement secondaire à une dysfonction ventriculaire gauche qui va induire une retention rénale et hydrosodée. Et par conséquent, on aura accumulation du liquide et une élévation des pressions intraventriculaires. Et sur le plan hémodynamique, on aura une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche et de la pression capillaire pulmonaire. Le débit cardiaque, il est bas anormal et la pression artérielle, elle est basse anormale. Sur le plan clinique, le début, il est progressif et comme principaux profils cliniques, on peut retrouver soit un profil humide et chaud, soit un profil sec et froid. L'œdème aigu de poumon, lui, donc, il est secondaire généralement à une valvulopathie ou à une augmentation de la post-charge et ou une dysfonction diastolique prédominante du ventricule gauche. Cela va induire une redistribution du liquide au niveau du poumon avec une insuffisance respiratoire aiguë. Et sur le plan hémodynamique, on a toujours cette augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche et du capillaire pulmonaire. Le débit cardiaque, il est normal, la pression artérielle systolique peut être normale ou peut, dans certains cas, être élevée. Pour l'insuffisance cardiaque droite isolée, là, elle est secondaire soit à une dysfonction ventriculaire droite et ou à une hypertension
pulmonaire. Et donc, par conséquent, on aura une élévation de la pression veineuse centrale avec souvent une hypoperfusion systémique. Et sur le plan hémodynamique, on aura une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit et le débit cardiaque, il est bas et la pression artérielle aussi, elle est basse. Sur le plan clinique, on a généralement un début progressif ou rapide et le profil clinique est celui d'un profil sec et froid ou humide et froid. Pour l'état de choc cardiogénique, il est généralement secondaire à une dysfonction cardiaque sévère qui va induire une hypoperfusion systémique. Et comme principale anomalie hémodynamique, on assiste à une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche et du capillaire pulmonaire. Et contrairement à l'œdème aigu de poumon, on aura un débit cardiaque qui est bas et une pression artérielle systolique qui est basse. Sur le plan clinique, le début pourrait être soit progressif ou rapide et le tableau clinique il est humide et froid. C'est vrai que le diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë est purement clinique, mais quand même, il y a certains examens et tests à demander en cas d'insuffisance cardiaque aiguë. Notamment, l'électrocardiogramme doit être réalisé afin d'éliminer d'éventuelles arythmies ou un éventuel infarctus du myocarde ou syndrome coronarien aigu. La radiothorax, l'écho pulmonaire, oui, toutes les deux peuvent être demandées, mais en aucun cas, ils ne doivent retarder la prise en charge thérapeutique. L'échographie, vous voyez, donc elle est vraiment fortement recommandée, c'est l'examen clé. Elle doit être réalisée et elle permet une étude approfondie de la fonction ventriculaire gauche systolique et diastolique. Elle permet d'éliminer d'éventuelles complications mécaniques d'un infarctus de myocarde. Elle recherchera aussi une cause à cette insuffisance cardiaque aiguë. Le BMP, vous voyez, au même titre que l'écho, il doit être recommandé. En effet, il a une excellente valeur prédictive négative, c'est-à-dire s'il est donc négatif, ça permet d'exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë et ça permet ainsi rapidement d'exclure ce diagnostic et ainsi un peu de décongestionner les services, décongestionner les services des urgences et aussi les BMP, ils ont un rôle aussi pronostic. Les troponines, oui, je les fais. Ils sont recommandés surtout quand je suspecte un syndrome coronarien aigu. Sinon, un bilan biologique standard fait de créatinine, d'ionogramme, d'NFS doivent être faits. Et surtout, ils ont un but pour évaluer le pronostic. Sinon, les autres signes, les TSH, les didymères, là, c'est en fonction du tableau clinique. Pour l'oxymétrie du pouls, le gaz du sang, bien sûr, on les fait si on suspecte une insuffisance respiratoire aiguë. Eh ben, je finis avec cet algorithme qui résume un peu la démarche diagnostique devant une insuffisance cardiaque aiguë de nouvelle apparition. Et là, bien sûr, on va s'aider de l'historique et des données de l'examen pour chercher les signes et les symptômes évoquant une insuffisance cardiaque aiguë. Quelques tests aussi doivent être réalisés, notamment l'électro, l'oxymétrie du pouls, l'échographie cardiaque, un bilan biologique initial standard, l'NFS, le créate, l'ionogramme, la radio et l'écho pulmonaire. On les fait, oui, mais sans retarder la prise en charge thérapeutique. Autre exploration spécifique, par exemple, en fonction du contexte clinique, si on est devant un syndrome coronarien ST plus ST-, on va faire la coronarographie. Si on suspecte une embolie, on fera plutôt un angioscanner. Et bien sûr, en fonction de ces résultats, de ces examens, on ne fait que soit infirmer le diagnostic et l'exclure de l'insuffisance cardiaque aiguë ou bien le confirmer. Là aussi, dans cet algorithme, on voit quand même une place prépondérante au dosage du peptide natriurétique, plus précisément, donc le BMP, et surtout le BMP, il a une excellente valeur prédictive négative, c'est-à-dire s'il est inférieur à 100 picogrammes par millilitre, ou bien un pro-BMP inférieur à 300, ou bien un pro-AMP inférieur à 120 picogrammes par millilitre, ça permet d'exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë. Par contre, s'il est supérieur à 100, le BMP et le pro-BMP à 300 et les pro-AMP à 120, ils permettent plus ou moins de confirmer une insuffisance cardiaque aiguë, mais vous voyez, il faut quand même savoir que le BMP peut s'élever dans d'autres situations à part l'insuffisance cardiaque aiguë, et donc il faut confronter le résultat avec les données de l'échographie. Donc sur le plan pratique, toujours on commence par un examen physique qui est facile, qui est disponible, qui est l'échographie. Si elle n'est pas concluante, on fera vraiment le BMP, bien que dans d'autres écoles et dans d'autres hôpitaux, dans les services où on dispose du BMP, il est fait systématiquement parce il nous permet rapidement, s'il est négatif, d'exclure le diagnostic et surtout, il a aussi un rôle pronostic. Je vous remercie.